Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un petit animal au caractère surprenant, l'axolotl. Comme je ne vais certainement pas très bien le prononcer tout au long de cette vidéo, on va dire axolotl très vite et ça va nous suffire. Il est connu parce qu'il est devenu l'emblème du site du même nom, Axolotl, avec sa chaîne YouTube, son blog, etc. Je vous recommande vivement d'aller voir ça. Et nous concernant, on va surtout s'intéresser bien sûr à la biologie. Regarder un petit peu quels sont ces caractères surprenants et les décrypter. Bref, c'est parti! Une partie d'entre vous connaissent l'axolotl sous cette forme, sorte de salamandre blanche avec des branchies externes rouges. Il s'agit de la forme dite leucistique. C'est une forme qui n'existe qu'en captivité, puisque l'axolotl est devenu la coqueluche de certains aquariophiles, tant et si bien qu'on trouve des formes albinos, grises, brunes, etc. On ne trouve d'ailleurs que des individus issus d'élevage à la vente, avec plein de couleurs différentes dues aux divers croisements. Originaire du Mexique, l'axolotl à l'état sauvage ressemble plutôt à ça, rien à voir donc. Il fait partie d'un ordre qu'on nomme les urodèles, il s'agit en fait d'une salamandre. C'est donc un cousin de la salamandre que nous connaissons, noire avec des taches jaunes. Il ne faut pas confondre l'axolotl avec la protée dont la peau est dépigmentée, ce qui est une adaptation à son mode de vie cavernicole. En 2014, on fêtait le 150e anniversaire de l'utilisation de l'axolotl en laboratoire, faisant de cette espèce la plus vieille espèce jamais utilisée en laboratoire devant la drosophile, qui est une petite mouche comme ça, qui est très utilisée pour les travaux en génétique. Alors j'en conviens, c'est un anniversaire un petit peu particulier, je suis d'accord. L'une des premières apparitions de l'axolotl en Europe date du début du 19e siècle, où Georges Cuvier, un professeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, reçoit 2 spécimens conservés dans l'alcool. Alors Cuvier est en fait un grand nom des sciences naturelles, il était un anatomiste et il était aussi connu pour être un fixiste, qui est une théorie selon laquelle les espèces n'ont pas évolué, n'ont jamais évolué et n'évolueront jamais. Il était donc un virulent détracteur de Lamarck, on en a parlé dans la toute première vidéo, et tellement virulent qu'en fait il s'est même foutu de sa gueule quand il est mort. Oui, j'avais dit qu'on ferait un épisode sur Lamarck, ça viendra d'ici la fin de l'année, promis. Avec l'aide de son collègue Constant Duménil, Cuvier classa l'espèce chez les amphibiens, mais partit du principe qu'il s'agissait du stade larvaire d'une espèce encore inconnue. Cuvier étant quand même très réputé, on en reste là. 50 ans plus tard, la Société impériale zoologique ramena de l'une de ses expéditions 34 spécimens vivants. Alors le but de cette société était de faire venir en France et dans ses colonies des espèces exotiques et de les acclimater. Un excellent moyen de mettre des espèces invasives partout et de détraquer totalement les écosystèmes. L'intérêt pour l'axolotl provenait du fait qu'il avait une apparence plutôt étrange, lui octroyant ce caractère exotique. Qui plus est, l'axolotl était une source de nourriture assez importante au Mexique et la Société impériale zoologique s'intéressait à tout ce qu'elle pouvait introduire et qui apportait un avantage agricole ou alimentaire. 6 des 34 spécimens furent alors donnés à Auguste Duménil, le fils de Constant Duménil, qui occupait le même poste que papa. Il les plaça dans la ménagerie du musée. Duménil confirma les conclusions de Cuvier, mais néanmoins, comme il travaillait sur des spécimens vivants et pas conservés dans l'alcool, il fit une observation pour le moins surprenante. Ces axolotls, bien que visiblement à l'état larvaire, pouvaient se reproduire. Ils n'étaient donc peut-être pas tout à fait si larvaires que ça. L'axolotl a donc la particularité d'atteindre sa maturité sexuelle sans jamais atteindre l'état adulte. C'est ce qu'on appelle la néoténie. Autrement dit, il va avoir la morphologie d'une salamandre juvénile à l'état larvaire et va pouvoir se reproduire et n'atteindra jamais l'état adulte. Si on regarde un cycle de vie classique d'une salamandre, on constatera que la larve se développe dans l'eau, elle a des branchies externes, ainsi qu'une queue adaptée à la vie aquatique. Au bout d'un certain temps, la métamorphose prend fin et la salamandre devient terrestre et n'utilise que ses poumons. L'axolotl, lui, ne se métamorphose pas à l'état terrestre, donc on retire cette dernière étape, bim. L'intérêt d'une telle adaptation est logique. À l'état larvaire, l'organisme est moins gourmand, ce qui est préférable dans de mauvaises conditions, ce qui semble être le cas dans la région d'origine de l'axolotl. Évolutivement parlant, c'est donc une stratégie aussi intéressante qu'inattendue. Et quelques mois plus tard, Duménil eut une nouvelle surprise. Finalement, certains descendants des premiers axolotls s'étaient métamorphosés, perdant branchies et changeant radicalement de forme. Néanmoins, très peu d'entre eux subirent cette transformation. Hélas, Duménil mourut avant d'élucider le mystère qui avait finalement conduit ces amphibiens, se reproduisant à l'état larvaire, à se métamorphoser. Expérimentalement, on peut déclencher la métamorphose.
L'une des premières à y arriver est Marie von Chauvin à la fin du XIXe siècle, qui, en baissant progressivement l'eau dans son aquarium, put déclencher cette métamorphose. Plus tard, à l'aide d'hormones, le professeur Löfberger inocula en 1913 des hormones aux axolotes pour forcer la métamorphose. Outre le fait que cela confirmait évidemment que les axolotes pouvaient se métamorphoser, ce genre de travaux mit en évidence l'importance de la glande thyroïde dans la métamorphose. Si ces métamorphoses induites donnent quelques indices, l'apparition de cette métamorphose inattendue à l'état sauvage reste assez mystérieuse. On peut évidemment émettre l'hypothèse logique que des changements climatiques, par exemple, ont sélectionné parmi les populations d'ancêtres de l'axolote ceux qui avaient une prédisposition à la néoténie, un caractère plutôt étonnant, voire pour le coup carrément régressif. Ah, et rien à voir, mais dans le genre expérience chelou, l'axolote a eu le droit à plein d'expériences du genre, notamment des expériences sur la parabiose menées par George Schneider, où en fait il s'agissait de souder deux axolotes ensemble pour voir l'influence réciproque. Voilà. Ok. Alors l'axolote a encore des capacités parfaitement incroyables, notamment concernant la régénération. Il peut reformer un membre qui a été amputé, carrément. Autrement dit, il y en a un qui peut quand même aller se rhabiller. Après l'amputation de notre axolote, le pauvre, se forme un blastème constitué de cellules de la peau. Il faudra tout de même attendre quelques mois pour que le membre soit totalement reformé. Alors comme c'est très compliqué, on va tâcher de résumer ça, mais il va quand même falloir un petit peu vous accrocher, mais pas de panique. Et dites-vous qu'en plus, ça permettra de faire une introduction à la thématique des cellules souches dont on parlera certainement à un moment donné. Il existe un procédé cellulaire qu'on nomme la dédifférenciation. Alors, il s'agit en fait d'une succession d'événements cellulaires, et on va détailler ça avec un petit schéma, ça sera quand même plus simple. Revenons à notre blastème formé après l'amputation. Pour commencer, nous parlons ici de cellules différenciées. On va prendre l'exemple d'une cellule musculaire. Celle-ci est donc différenciée, spécialisée, elle a son identité. Elle a une forme particulière, des éléments et des structures très spécifiques. Elle a donc un rôle défini au sein du corps. Elle va donc être très différente dans sa structure et son fonctionnement qu'une cellule de la peau ou qu'une cellule nerveuse. Cette cellule, lors de l'amputation d'un des membres de notre axolote, va perdre son identité. Elle va s'indifférencier. Elle va en fait devenir une cellule souche. Alors il existe plusieurs types de cellules souches qui se classent selon des niveaux de différenciation différents, de spécialisation si vous préférez. Bon, on va pas ici détailler beaucoup plus que ça parce que c'est pas le sujet. On va pas faire une vidéo spéciale cellules souches maintenant, ce sera peut-être pour plus tard. Toujours est-il que il faut bien retenir qu'une cellule souche, c'est une cellule qui est capable de se spécialiser en un autre type de cellule. Alors soit une cellule de la même famille, soit une cellule d'une famille totalement différente. Voilà. Il faut bien juste retenir ça, c'est le plus important. Si vous avez compris ça, franchement, déjà, pour l'instant, vous avez tout compris. On va quand même donner quelques exemples. On va commencer en parlant de la cellule souche totipotente, qui, elle, est capable de se différencier en tout et n'importe quoi. Elle peut faire des organes, voire carrément un individu entier. Et c'est assez logique puisque c'est une cellule qu'on trouve très tôt à l'état embryonnaire. Donc forcément, quand on est juste un petit embryon fait de cellules, eh ben, on est en devenir pour y avoir des organes, des individus, etc. Donc c'est logique. Et on va parler également de la cellule dite pluripotente, qui est assez proche en fait de la cellule souche totipotente, sauf que celle-ci ne peut pas faire d'organes, mais elle est quand même à l'origine de bien des tissus. Alors la cellule pluripotente, on la trouve également très tôt dans l'embryon. Donc c'est assez proche, elle est juste un tout petit peu plus différenciée que la cellule souche totipotente. Notre cellule musculaire est donc devenue l'une de ces cellules souches. Pendant longtemps, on a cru à une cellule pluripotente. Visiblement c'était faux, mais on s'en fout, on verra ça juste un tout petit peu après. Cet état indifférencié lui permet de se multiplier facilement, ce qui est une bonne chose vu le boulot qu'il y a pour retaper notre pauvre axolote. Oui, parce qu'on est bien d'accord que là on lui a quand même coupé délibérément une patte. Puis, nos cellules vont se différencier à nouveau. Donc ici en cellule musculaire. Éventuellement, on peut assister à une migration, puisque notre cellule était à peu près dans le secteur que vous voyez en bas du blastème, et elle va monter au sommet du blastème, donc vraiment là où il y a eu la coupure. C'est cool. On a donc eu là une dédifférenciation, c'est-à-dire que notre cellule s'est indifférenciée, pour ensuite se redifférencier. Je précise néanmoins que notre cellule musculaire qu'on avait pris en exemple, c'est indifférenciée pour devenir une cellule souche, et puis c'est redifférencié en une cellule musculaire, elle est donc redevenue la même chose. Là, dans le cas précis, c'est important, on va y revenir ça aussi. À terme, notre blastème va se remplir avec des cellules ici en bleu indifférenciées qui se redifférencieront pour reformer les os, les muscles, etc. À terme, nous aurons donc notre patte comme prévu.
Mais bon, on n'en a pas tout à fait fini encore avec la dédifférenciation. En 2009, des chercheurs de l'université de Dresden ont observé certaines cellules par fluorescence lors de l'amputation. En gros, les cellules brillaient. Cela leur a permis donc de suivre ces cellules à travers tout le corps de l'axolote. S'ils ont bien confirmé la dédifférenciation, il ne s'agissait pas tout à fait de cellules pluripotentes lors de l'étape de cellules indifférenciées, mais de cellules progénitrices. Ce qui en réalité est presque pareil, et pour être tout à fait franc, le terme de cellule progénitrice n'étant pas super bien défini, il n'y en a pas un qui dit la même chose, donc c'est chiant. Alors la différence résiderait dans le fait notamment qu'une cellule progénitrice ne peut pas se multiplier virtuellement à l'infini comme une cellule pluripotente. Mais vraiment, j'insiste, le terme n'est pas clair. Si l'un de vous a une définition très précise, je suis tout à fait preneur, on l'affichera dans la vidéo, ici, je pense, voilà. De plus, ces chercheurs ont prouvé que les cellules ne s'indifférenciaient pas tant que ça. Souvenez-vous, à un moment, j'ai bien précisé que notre cellule musculaire, après être passée à l'état de cellule souche, redevenait une cellule musculaire. Il faut donc toujours voir la différenciation cellulaire comme une échelle. Les cellules peuvent être plus ou moins indifférenciées, plus elles le seront, plus elles pourront faire ce qu'elles veulent. Quand une cellule fait de la dédifférenciation, elle s'indifférencie, mais pas assez pour changer et devenir un autre type de cellule. Elle redevient donc une cellule du même type. Si on change de type cellulaire, on parlerait alors de transdifférenciation. Ce mécanisme assez similaire qu'on retrouve chez la méduse immortelle, souvenez-vous, on a fait une vidéo là-dessus. La cellule s'indifférenciait alors davantage et pouvait alors accéder à d'autres types de cellules. Le truc avec la méduse que nous avions vue, c'est qu'elle pouvait faire de la transdifférenciation dite directe. Autrement dit, ces cellules ne passaient pas par l'état de cellules souches. Un phénomène qui était quand même très surprenant. Mais retournons à notre axolote qui, comme RNA simple, fait visiblement de la dédifférenciation et de la transdifférenciation classique, pas la directe. Effectivement, on a bien compris que les cellules musculaires redevenaient cellules musculaires, mais les cellules de cartilage pouvaient devenir cellules du derme et inversement. Voilà. Tout cela représente quand même une sacrée machinerie, puisque des gènes qui étaient actifs lors du développement des jeunes axolotes vont devoir se réactiver pour permettre la régénération des membres. Parmi les gènes, ils sont très nombreux responsables de cette régénération. On peut citer le gène SHH qui est responsable de la croissance des membres et des doigts. Et j'ai cité celui-là parce que SHH c'est pour Sonic Hedgehog, donc oui, le fameux Sonic. Autrement dit, celui qui a découvert ce gène était un bon gros geek. Alors il y a plein d'autres phénomènes qui vont rentrer en jeu pour permettre cette régénération. Ils sont très nombreux et on va en citer un autre. Des chercheurs ont remarqué qu'après l'amputation, quelques jours après, il y avait une énorme production de macrophages. Ce sont des cellules immunitaires, vous aussi vous en avez, et ces cellules permettent de bouffer en gros les corps étrangers. Alors il semble normal que suite à une amputation, le système immunitaire s'emballe. Les macrophages seraient donc mobilisés d'une pour éliminer les corps étrangers au niveau de la plaie. Ça semble logique. Mais ce qu'ils ont remarqué, ces chercheurs, c'est que sans ces macrophages, il n'y a pas de régénération. Autrement dit, ils ont un rôle très important à jouer dans la régénération d'un membre. Mais leur rôle précis reste quand même à déterminer. Même si je n'ai pas tout dit, il reste, vous en doutez, énormément de travail pour comprendre un petit peu mieux ces mécanismes. Alors si parmi vous, il y en a qui ont des actualités toutes fraîches à ce sujet, je suis preneur, et des corrections aussi, je suis preneur, donc n'hésitez pas à vous manifester via les réseaux sociaux. J'aimerais terminer en précisant une chose importante, la plus importante de toutes même. Cela fait 150 ans que nous faisons subir à l'axolote un tas de choses, dissections, amputations, etc. Tout cela pour que nous puissions progresser. Dans le futur, il se pourrait que nous devions beaucoup à cette espèce, qui pourrait nous apporter énormément de choses pour nous occuper de certaines maladies, car comprendre parfaitement ces mécanismes cellulaires, notamment ceux que nous avons brièvement vus, signifierait qu'on pourrait peut-être soigner Parkinson, Alzheimer, le diabète, l'arthrite et j'en passe. Et pourtant, l'axolote, à l'état naturel, est une espèce extrêmement menacée. Alors je nous pose la question, allons-nous laisser disparaître cette espèce envers laquelle nous serons certainement extrêmement redevables dans le futur? Voilà, cette vidéo se termine sur une note pas très positive, j'en suis désolé. Je tenais à vous signaler qu'il va y avoir une autre vidéo sur les axolotes qui va sortir, qui va être destinée aux aquariophiles. Alors ne leur jetez pas la pierre, parce que eux, ils n'ont que des individus issus de captivité, donc c'est pas des individus qu'on prend à l'état sauvage. Il y aura quelques conseils pour les débutants comme moi, pour comment entretenir rapidement ces axolotes, les achats qu'il faut faire, etc. Donc la vidéo sortira dans quelques jours, donc là vous pouvez pas cliquer, mais bientôt oui. Et
Bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Il y a aussi Facebook et Twitter si vous souhaitez m'adresser un petit message. Et j'ai ouvert un compte Tipeee il n'y a pas très longtemps. Et dites-vous qu'un jour ou l'autre, si ça fonctionne, étant donné que j'ai quand même signalé que l'Axolot était bien menacé, peut-être qu'on pourrait prendre une partie des sous qui sont sur Tipeee pour les donner à une association pour aider un petit peu à conserver cette espèce. À mon avis, ce serait la moindre des choses. Bref, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et salut.